était président le du premier. comité régional des pêches de Guyane. Exactement, il était le premier Pêcheur, interlocuteur. il allait pêcher tout seul avec son bateau. Il passait Oui, des nuits et des journées entières à pêcher et à ramener le poisson sur la côte. d'accord. Et par la suite, c'est-à-dire, si on voudrait parler, c'est-à-dire de votre parcours, parce que vous êtes un phare de l'engagement qui est citoyen, politique, et ici en Guyane, vous êtes devenu président vous étiez à la Conseil général comme C'est 30 ans au élu, Conseil général. voilà, et après vous êtes devenu président de la région. En 1992 jusqu'à Qu'est-ce qui vous a animé pour aller prendre cette responsabilité? parce que j'étais engagé Hein. politiquement, Est-ce que syndicalement. vous étiez toujours resté indépendantiste ou avec le temps, Alors, avec vous le êtes temps, commencé un petit peu à... on a compris qu'on n'obtiendrait pas l'indépendance nationale et que la propagande qui avait été faite de dire si on a l'indépendance, on va mourir de faim, on sera comme Haïti et tout. Alors, on a pensé qu'il fallait passer par une étape qui est aujourd'hui d'actualité, Oui, c'est la question de l'autonomie. d'accord. La question d'autonomie, on reste dans la République française, mais la France nous délègue un certain nombre À la carte. de Ça, la carte, c'est... de pouvoir, de responsabilité et de nous permettre d'avancer jusqu'au moment d'aller vers un développement économique endogène et de vivre de nos propres ressources pour accéder un jour à l'indépendance. La Guyane n'est pas condamnée à rester encore sous domination française. C'est le seul territoire encore sous domination en Amérique du Sud. Oui, mais est-ce qu'à un certain moment, vous étiez encarté M2S ou pas? Parce que... Ah non, Et j'étais à l'Europe. c'était quoi la raison? Parce que normalement, ça partie indépendantiste. Naturellement, vous devez être Alors, un des leaders. j'étais d'abord à l'Union des travailleurs guyanais. L'ITG, qui était une syndicat institution. indépendantiste. Voilà. Ensuite, à côté d'Albert Lecante et d'André Lecante, nous avons créé l'Unité guyanaise en 1978. Ah, c'est un parti politique ou... Oui, parti politique, l'État guyanais, donc pour l'indépendance de la Guyane. D'accord. Mais Quelle année? 1978. 78. Oui. Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir et qu'il avait promis l'autonomie, Oui. Gérard Holder et C'est la décentralisation. Étienne Ribal me dit Oui. Antoine, viens dans notre parti. Oui. On va passer par la phase de l'autonomie parce que dans la charte du PSG, il n'était pas. En 1979, l'autonomie était une étape nécessaire pour aller vers l'indépendance. D'accord. On va expérimenter l'autonomie et ensuite on verra. D'accord. Et donc j'ai adhéré au PSG de 1981 à aujourd'hui, je suis encore membre du PSG. Je n'ai plus de responsabilité, Oui. mais j'ai été pendant 2 fois secrétaire général du Parti socialiste guyanais. D'accord. Et le passage, c'est-à-dire la prise, c'est-à-dire de position, de place au niveau de la région, c'était comment ça s'est articulé? Vous étiez à l'époque, vous étiez au PSG ou... Alors, c'est un peu compliqué à Oui. habiter au Parti socialiste guyanais à côté d'Élie Castor. Oui. Élie Castor s'est fâché avec Georges Ottilie, son cousin. Oui. Et donc, Élie Castor a souhaité que je sois tête de liste aux élections régionales contre Ottilie. Voilà. Et puis, nous avons donc battu Georges Ottilie. Oui. J'ai été réélu en 98. J'ai fait une alliance avec Léon Bertrand, parce que c'était soit Georges Ottilie avec Léon Bertrand au moins, s'il n'y avait pas de majorité. Léon Bertrand préférait venir avec moi. Et en 2004, j'ai été réélu une 3e fois. Et ensuite, Georges Ottilie et moi, nous nous sommes retrouvés. Lui, sénateur, moi, président. Oui. Et jusqu'à son décès en 2017, nous avons travaillé pratiquement la main dans la main. D'accord. Et là, j'aimerais bien parler d'un autre thème pour... J'ai une question, c'est-à-dire par rapport à la 3e génération, c'est-à-dire des Guyanais issus de l'immigration libanaise. Maintenant, c'est-à-dire, on voit que ces Guyanais d'origine libanaise, c'est-à-dire, ils sont très bien intégrés dans la vie à la fois sociale, économique, politique ici en Guyane, et que lorsqu'ils parlent, à l'instar de vous, ils parlent en tant que Guyanais. Leur identité. Non, mais moi, je ne veux même pas qu'on pense à l'instar. Voilà. Je suis Guyanais d'abord. Voilà. J'ai des origines, comme beaucoup de Guyanais ont des origines, mais je ne me suis jamais posé la question de savoir si un jour je ne me sentirais pas Guyanais. Oui. Je suis né à Cayenne, j'ai été élevé à Cayenne, j'ai des parents qui se sont sentis Guyanais bien avant moi, parce que mon père ne se sentait pas libanais. Oui. Mon père se sentait Guyanais, comme ma mère, dans les origines, je vous ai dit, relève de Sainte-Lucie, c'est toujours senti guyanaise. Donc, je ne veux même pas me poser cette question-là, oui. Mais simplement c'est parce qu'on fait un retour historique. Oui, bien sûr, pour voir. D'autres, vous auriez pu aujourd'hui interroger des gens qui ont des origines chinoises, mais qui se sentent autant guyanais ou aux origines et tout, ouais. et
surtout pas laisser croire qu'il y a une sorte que la situation reste ambiguë Non, 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 bien sûr. dans l'état d'esprit des uns et des autres. Non, mais pour moi, c'est-à-dire toutes les personnes dans l'émission de Guyane Vivre Ensemble, tout le monde qu'on invite, c'est des Guyanais. Ouais, ouais. Mais moi, pour moi, lorsqu'on parle, par exemple, d'origine vietnamienne, chinoise, libanaise, pour moi, c'est une richesse dans le cadre d'une entité, c'est-à-dire dans la société guyanaise, de l'identité guyanaise. Et ça, c'est, si on veut ou pas, c'est une richesse dans le cadre de la française. C'est plutôt un exemple anglo-saxon. Ouais, Voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est ce qui fait, c'est-à-dire une valeur ajoutée à la société guyanaise. C'est que tout le monde nous sommes un peu l'exemple. Si on peut prendre des pays qui ont montré la voie, oui, le Canada, oui, le Canada, une partie, même les États-Unis. oui, Le Canada, la plupart des Américains qui sont arrivés pour pouvoir faire la guerre contre l'Angleterre oui, au XVIIIe siècle étaient d'origine irlandaise. oui. Allez leur dire qu'ils sont d'origine irlandaise et tout. Les Canadiens sont dans la même situation. Donc, il faut aujourd'hui ne pas occulter sa propre histoire. Oui, c'est l'histoire, elle est ce qu'il est. Mais voilà, Voilà. ce qu'elle est. Mais montrer aussi que le vivre ensemble passe par ce lien très fort de toutes les communautés qui sont obligées qui ont envie de vivre ensemble. Mais justement, vous me ramenez à ma question phare de cette émission, c'est-à-dire comment on peut garder le vivre ensemble en Guyane, comment par la suite on peut enrichir ce vivre ensemble et comment on peut éviter, c'est-à-dire des problèmes sociétals, de communautarisme, comment, autant que professeur d'histoire, autant qu'en politique, autant que quelqu'un engagé dans la vie sociale et tout, autant, c'est-à-dire par rapport à la richesse des origines dont vous êtes issus, et comment vous voyez ce vivre ensemble en Guyane, et comment, c'est-à-dire, on peut l'entretenir, et je suis un petit peu optimiste, l'enrichir. Alors, moi, je suis quand même un peu inquiet aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y avait aucune difficulté avant, lorsque les communautés s'installaient en Guyane, de pouvoir s'intégrer, fusionner et vivre ensemble avec les Guyanais qui étaient bien là avant eux, comme on dit, de souche, qui eux-mêmes aussi relèvent de la colonisation et de l'histoire. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Et on observe qu'il y a des communautés qui s'installent en Guyane et qui s'enferment dans le communautarisme et n'ont pas tendance à s'ouvrir à la Guyane. Et c'est ce qui est le plus inquiétant. Il faut qu'on fasse très, très attention. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de communautés, on observe de plus en plus qu'il y en a qui n'ont pas envie de s'intégrer. Mais je vais essayer de poser la question, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas avec nous, par exemple. Ces communautés, par exemple, ils peuvent dire, nous, on n'a pas trouvé c'est-à-dire des gens qui nous accueillent et tout, et si on est enfermé sur nous-mêmes, parce qu'il n'y a personne qui nous accepte, est-ce que finalement, c'est-à-dire le projet qui était d'intégration, je ne vais pas dire d'intégration, mais de vivre ensemble ici en Guyane, à l'époque des années 60, des années 50, qu'il ne fonctionnait plus. Est-ce qu'on a manqué quelque chose au cours de ces dernières années qui nous ramène, c'est-à-dire un stade où ce que vous décrivez tout à l'heure? Non, mais la réalité nous rattrape aujourd'hui. Oui. Et vous voyez tous les jours ce qui se passe en Guyane. La Guyane, on dit que c'est la France. Les gens ne viennent pas en Guyane pour pouvoir s'installer, se vivre ensemble et avoir une activité qui leur permettrait de se retrouver au cœur de la Guyane et se sentir guyanais. Et ils viennent parce qu'on leur dit beaucoup, vous allez venir en Guyane, vous allez retrouver l'argent que vous n'avez pas dans votre pays, les allocations, les avantages. Et donc là, il faut très vite venir en Guyane, avoir une carte de séjour. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez le spectacle aujourd'hui, tous les jours, des défilés devant la Spada, devant la Croix-Rouge. Mais justement. Et ça, c'est une grosse inquiétude pour le futur. Justement, est-ce que c'était pas, je vais dire à cette question que les gens ils vont me regretter de dire, mais est-ce que c'était pas mieux avant lorsqu'il n'y avait pas c'est-à-dire les subventions, c'est-à-dire les allocations, entre guillemets, l'assistanat, c'est-à-dire les gens qui venaient ici. Non, je ne peux pas faire de comparaison. Voilà. Mais aujourd'hui, objectivement, les gens ne viennent pas
nos parents venaient parce qu'ils avaient de la famille ici. Oui. Ils venaient pour travailler. Mhm. Je vous ai dit, mon grand-père n'a jamais été français, donc n'a jamais eu d'allocation, n'a jamais eu de, 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 de moyens autres que ceux qui lui permettaient de vivre de son commerce. D'accord. Mais aujourd'hui, avant de dire qu'on va travailler, on va essayer d'avoir une carte pour pouvoir bénéficier de Oui, certain nombre d'avantages. mais Ça a changé. sénateur Karam, je vais poser une question. Vous êtes socialiste. Oui. C'était parmi les revendications de socialistes, c'est qu'il y aura, c'est-à-dire un alignement par rapport à la France en matière des droits. Non, mais nous sommes d'accord. Voilà. Parce que Chômage, les allocations la familiales. Guyane a commencé, s'est battue pour avoir Oui, voilà. les mêmes droits que la Exactement. France dès les années 50. Nous sommes d'accord. Mais les choses ont aujourd'hui, ces gens qui se sont battus pour avoir les mêmes droits et tout, n'ont pas exagéré, n'ont pas abusé de la situation. Oui. Aujourd'hui, les gens qui viennent dans le pays en grande partie viennent pour pouvoir bénéficier de ça. Oui, mais j'allais poser une autre question. Est-ce que vous pensez que, finalement, franchement, moi, je pense que ces aides, ils sont tous les bienvenus par rapport, parce que la Guyane, en matière, c'est-à-dire développement économique et tout, il est en retard par rapport aux Antilles, par rapport. Même vous êtes posé la question pourquoi on est en retard? Parce qu'on n'a pas créé les conditions. Oui, mais justement, est-ce que. Toutes les conditions de pourquoi développement qu'on a créées pour la Guyane ont été balayées de revers de main. Oui. Par l'État qui n'a qu'une seule ambition pour la Guyane, oui. C'est le centre spatial. Oui, mais pourquoi, moi, j'allais dire. Vous étiez un homme politique, vous êtes toujours, c'est-à-dire un homme politique. C'est toujours. Pourquoi vous n'avez pas essayé, c'est-à-dire ces aides, ces allocations et tout, qui soient plutôt fléchées vers, c'est-à-dire conforter, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire économique. C'est-à-dire, par exemple, je dis ça comme ça, un monk ou bien quelqu'un qui veut un terrain c'est-à-dire d'agriculture, c'est-à-dire on lui aide avec des subventions qui sont, au lieu, c'est-à-dire d'avoir des subventions, je partage qui soient des subventions qui sont fléchées, qui permettent, c'est-à-dire justement de rattraper ce retard économique, qui était voulu à un certain moment. Alors, je vais vous donner un exemple. Oui. Allez, il y a encore des dizaines d'années, de 20 ans à peu près, il y avait ce qu'on appelait les fonds de chômage. C'est-à-dire, vous étiez au chômage, vous ne travailliez pas, on vous donnait une aide pour pouvoir subsister, survivre. Mais vous aviez une obligation de rendre des heures. Travail public, travail public. Du travail d'utilité publique. Oui, ça retourne maintenant. Je pense à l'Angleterre, c'est 20 heures par semaine. Et c'était de rendre la dignité à la personne qui percevait quelque chose, mais qui avait... Qui ne soit pas dans l'assistanat. Alors qu'aujourd'hui, vous restez tranquillement chez vous. Vous allez attendre simplement que la poste ouvre entre le 5 et le 8, ou les allocations familiales, vous faites l'accueil, vous avez ça. Oui, mais sans avoir une activité. Sans stigmatiser aucune personne, mais ce système d'assistanat, tout le monde en profite. C'est-à-dire, de façon, j'allais dire en Guyane, de façon universelle. C'est-à-dire, chaque personne qui trouve c'est-à-dire une opportunité, et malheureusement, c'est-à-dire maintenant, on se trouve avec plus de 20 000 chômeurs. C'est ce que je et des gens, c'est-à-dire, moi, je vous parle maintenant, c'est-à-dire de la vie, c'est-à-dire la vie économique. Je suis un petit chef d'entreprise. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui vous disent, mais moi, c'est-à-dire, si je travaille, je touche le SMIC, c'est pas intéressant. Je reste chez moi, je vais pas payer ni l'essence, ni la nounou. Et c'est triste, c'est dommage, quoi. Aujourd'hui, la réalité nous a rattrapés. La France a considéré qu'elle pouvait donc donner aux gens des subsides pour pouvoir survivre, mais en retour, n'exige pas que ces personnes puissent avoir une activité qui, si on avait remis à leur place ce système, je parlais des fonds de chômage, où il y a d'autres possibilités, aurait permis aux gens de retrouver de la dignité. Parce qu'il n'est pas sain non plus pour quelqu'un de rester tranquillement à la maison et d'avoir de l'argent pour pouvoir survivre. Oui, oui. Il ne faut pas croire non plus que... Alors, vous savez, il y a des déviations. Oui, bien sûr. Puisque vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui prospère en Guyane? Ce sont les bureaux de change. Oui. Il y a beaucoup de gens qui perçoivent un certain nombre d'allocations en Guyane. Une partie des allocations part dans les pays. Oui. On va faire vivre les. Oui, mais originaires. Moi j'ai une question. Depuis tout à l'heure, on parle de l'histoire des Libanais qui sont venus en Guyane et tout. Comment on peut s'inspirer de cette histoire des gens qui sont venus, qui étaient à la base pauvres,
qui sont venus dans ce pays-là, qui sont bien intégrés, qui ont travaillé et qui ont créé de la valeur ajoutée. Et que comment on peut s'inspirer de ces success stories, c'est-à-dire pour l'avenir ici en Donc, on ne Guyane? peut pas comparer les périodes. Oui, Il y a la loi du nombre. oui. Les Libanais représentaient une quarantaine de Mais il familles. y avait aussi les Chinois, Il y avait les Chinois, il y avait les Mongs. Les Mongs, ils ont non, réussi. mais Ouais. les Mongols ont réussi parce qu'on les a installés, vous savez dans quelles conditions et tout. Oui, Mais au départ, c'était des agriculteurs et ils ont poursuivi leur oui, activité c'est pour pouvoir produire et avoir une activité leur permettant de pouvoir exister. oui, Mais moi, je vous parle des gens qu'on laisse rentrer par les frontières, de part et d'autre de la frontière, et à qui on fait espérer une carte de séjour, mais qui souvent n'arrivent pas à avoir leur carte de séjour. Et ça n'est pas, ça non plus, ça n'est pas une bonne chose non plus de faire croire à ces gens qu'ils vont trouver du travail et tout, puisque les conditions ne sont pas réunies. d'accord. Mais sur ce point-là, on est d'accord. Mais comment vous voyez la solution ou bien des éléments de solution de ce contexte-là actuel, avec avec toute votre expérience c'est-à-dire politique et tout, comment actuellement, comment vous voyez l'issue? Il faut freiner l'immigration. Mais comment? Parce que maintenant, on est maintenant, alors, on vit dans un non, monde mais, mondialisé. non, On non, n'est plus comme, c'est-à-dire, non, mais, les frontières, ils sont en train de disparaître. non, mais sauf qu'on a des frontières et plutôt que de laisser les gens rentrer jusqu'à Cayenne, on a qu'à mettre les moyens qu'il faut aux principales frontières. On ne va pas contrôler tout le monde, c'est impossible. Oui, voilà, On ne peut pas contrôler plus de 1000 km de frontières. D'un côté, 700 km. En plus des rivières. Et 700 km du côté Brésil Oui. et 500 km du côté Suriname. Mais si on organise de façon différente le système du contrôle aux frontières et en amont, et qu'il y ait des discussions aussi avec les pays. À l'exemple canadien. Eh ben, voilà. C'est-à-dire l'immigration, elle est préparée à partir de pays d'origine. Je vous rappelle que les gens arrivent soit du Brésil, soit du Suriname. Bah, bien sûr, mais il n'y a pas d'autre. Eh ben, voilà. Or, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Ils sont accueillis dans les conditions que vous savez. Mais parfois, c'est des conditions qui sont dégradantes. Non, mais sur le plan humanitaire, c'est normal. Voilà, oui, mais non, mais moi, ça me fait mal au cœur lorsque je vois des enfants qui sont dans des squats et tout, parce que ces enfants, ils n'ont pas choisi de venir. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais je vous dis, la responsabilité relève de celui qui a la compétence. Or, c'est une compétence régalienne. Et une compétence que nous, vous savez, dans tous nos combats menés pour le changement de statut, on a demandé le partage de compétences, et notamment dans la compétence sur la question de l'immigration. Eh bien, la France refuse systématiquement, elle garde de façon très jalouse cette compétence. Voilà. D'accord. Bah, une dernière question, on va clôturer ces épisodes qui sont très intéressants par rapport, et je vous remercie d'avoir répondu présent. C'est que comment, c'est-à-dire, si vous avez un conseil à donner aux jeunes Guyanais, nouvelle génération Guyanais, quel est le conseil que vous leur donnez, c'est-à-dire pour qu'on développe ce pays, qu'on garde le vivre ensemble? Qu'est-ce que vous le dites? Je vous laisse carte blanche. Non, mais le conseil qu'il faut donner, c'est de continuer à vivre ensemble, de continuer à échanger, de ne pas stigmatiser les uns et les autres. Nous n'avons pas choisi de faire rentrer des gens de façon clandestine dans le territoire, mais quand les personnes viennent sur le territoire, il faut tout faire pour pouvoir chercher à les intégrer et à fusionner pour que le vivre ensemble puisse se retrouver. C'est la seule façon de pouvoir s'en sortir. Mais si on se retrouve, on ira vers un affrontement qui risque de terminer, de s'achever en guerre civile. Et ça, personne ne le souhaite. Personne ne le souhaite. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu plus de la tolérance, mais il faut que l'État français prenne ses responsabilités et puisse accepter que nous puissions partager cette compétence, parce que nous avons des propositions aussi à faire pour que le vivre ensemble devienne une réalité propre à la Guyane et permette à la Guyane de se développer. Avec cette dernière belle phrase sur que le vivre ensemble que soit une réalité, se développe ici en Guyane, chers téléspectateurs, je remercie à votre nom notre professeur d'histoire et en politique, président de la région, ancien sénateur, Antoine Karam, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir, c'est-à-dire permettre de voyager
dans l'histoire des Libanais, avec des photos qui sont inédites, qui sont, voilà, on le voit la première fois sur notre émission. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est-à-dire, moi, je sais personnellement que Monsieur Antoine Karam n'a pas beaucoup de temps, il est toujours sollicité, qui a accepté, c'est-à-dire volontiers, de partager avec nous cette histoire passionnante. Et j'espère que vous allez, à travers ces émissions qu'on a fait, c'est-à-dire et les autres émissions qui étaient pour nous, c'est-à-dire Guyanais d'origine vietnamienne et tout, connaître, c'est-à-dire une partie, une façade, une page de l'histoire de Guyane qui est une histoire riche, passionnante, multiculturelle et qui participe toujours au vivre ensemble. Cher Antoine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée et merci beaucoup encore une fois. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci.